Aujourd'hui, donc, une délégation de membres français du Comité économique et social européen, ce CESE, institué par le traité de Rome de 1957, ne doit pas être confondu avec le CESE français, même si on relève bien sûr de fortes analogies entre eux. Tous deux sont des organes consultatifs et tous deux représentent la diversité des groupes sociaux, même si le même acronyme les désigne. L'un au niveau français porte le titre de Conseil, l'autre au niveau européen porte le titre de Comité. Le rôle du Comité économique et social européen est de communiquer aux institutions européennes l'opinion des représentants de la vie économique et sociale. Il se compose de 329 conseillers qui sont organisés en 3 groupes représentatifs: les employeurs, les salariés et les autres activités de la société civile, et qui représentent l'ensemble des États membres. Sur les 24 membres français, près de la moitié sont présents aujourd'hui et nous les en remercions. Un merci tout particulier à Thierry Libard, qui est le point de contact de la délégation française et qui a facilité l'organisation de cette rencontre, d'ailleurs, qui a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale. Vous m'avez parlé de mon homologue Anglade. Nous sommes convenus d'aborder ensemble 3 sujets d'intérêt partagé par notre commission et le CESE. La souveraineté alimentaire européenne, c'est vraiment une question qui revient, qui est d'actualité et à mon avis du futur aussi. La corruption, l'éthique et les lanceurs d'alerte. Et la lutte contre le dérèglement thématique. 3 sujets vraiment que nous avons beaucoup abordés dans notre commission. Nous avons en effet en commun d'appartenir à des assemblées qui portent la parole des citoyens sur les grands enjeux européens et notamment sur les 3 thèmes que nous avons choisi d'aborder ce matin. Nous serions d'abord curieux d'en savoir plus sur la mission et le fonctionnement de votre CESE, qui semble complexe à première vue. Le CESE comprend donc 3 groupes, je l'ai dit, mais aussi des catégories composées de membres de ces différents groupes. Il se compose en outre de 7 sections spécialisées par thème, correspondant d'ailleurs en partie aux catégories déjà évoquées, et d'une nouvelle commission consultative ainsi que d'un observatoire. Comment tout cela s'articule-t-il? Est-ce que la dimension nationale joue aussi dans l'organisation des travaux? De ce point de vue, peut-on identifier les travaux que mène la délégation française au CESE? Et quel lien entretient-elle avec notre Conseil économique, social et environnemental? Je propose donc à Thierry Libard de nous faire cette présentation liminaire. Vous êtes président de la catégorie consommation et environnement du CESE. Vous avez une carrière d'enseignant et de chercheur. Et vous êtes aujourd'hui collaborateur scientifique au Earth and Life Institute de l'Université catholique de Louvain, en plus de présider l'Académie des controverses que vous avez cofondée. À vous la parole pour un propos liminaire. On s'est mis d'accord là-dessus, donc propos liminaire de votre part. Puis on aborde les questions une par une telles qu'on les a évoquées, propos liminaires de chaque rapporteur, et on laisse la parole aux sénateurs à chaque étape. Peut-être les points essentiels. Par rapport à ce que vous avez dit, donc on est 2 organes consultatifs. Il y a notre comité et puis le comité des régions qui ont à peu près le même rôle. Et par rapport au CESE français, la différence qui est un peu symbolique, c'est qu'on n'a pas l'environnement. CESE, c'est Comité économique social européen. Donc vous l'avez dit, 329 membres, 24 français. La délégation française, c'est une des plus importantes avec l'Allemagne et l'Italie, donc 24 membres. Et une répartition, donc pour la délégation française, 24 membres, c'est l'égalité entre les 3 groupes. Donc 8 représentants du monde de l'entreprise, 8 des organisations syndicales et 8, pour le dire rapidement, du secteur associatif, ONG environnementale, association de consommateurs, droits humains, etc. Caractéristique peut-être importante, c'est on produit beaucoup. On produit en moyenne 200 avis par an. Chaque avis, c'est entre 5-6 mois de travail. Et les avis sont pour la plupart, 80%, à la demande des institutions, principalement de la Commission européenne. Une partie, ce sont ce qu'on appelle des avis d'initiative. Donc c'est nous-mêmes qui proposons de travailler sur un sujet. Et puis des avis exploratoires à la demande du pays qui préside l'Union européenne. Voilà. D'accord. Et peut-être dernier point,
C'est dans les caractéristiques qu'il faut rappeler par rapport peut-être à votre travail ou à celui de l'Assemblée nationale ou du Parlement européen, c'est que nous, on ne cherche pas à faire voter un avis à 50, ou 51. C'est un peu une règle tacite, c'est qu'on considère dans notre culture que si on ne réussit pas à avoir 80-85% de votes pour un texte, on a échoué. C'est-à-dire que on est en recherche permanente du compromis. Ce qu'on veut, c'est voter un avis pour ensuite dire à la Commission européenne, au Conseil, au Parlement européen, vous pouvez aller sur un sujet comme celui-là, parce que la quasi-totalité du monde de l'entreprise en Europe, des salariés, des organisations syndicales, du secteur associatif, sera d'accord avec ce type de projet. Donc je crois important de préciser que cette mission qu'on a, c'est un travail sur l'acceptabilité de l'ensemble des décisions, et ce qui nous donne de la légitimité, c'est justement de pouvoir proposer des sujets sur lesquels on peut obtenir un consensus dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Voilà, à moins que vous ayez des questions, je propose peut-être de m'arrêter. J'ai un tout petit ajout, c'est qu'on donne un avis sur tous les projets de directives et de règlements. C'est comme si le CESE français donnait un avis sur tous les projets de loi, ce qui n'est pas le cas systématiquement. C'est pour ça qu'il y en a 80 par an au moins, parce que chaque fois qu'il y a un projet de directive ou de règlement proposé par la Commission, elle le transmet bien sûr au Conseil et au Parlement pour décision, mais aussi pour avis à nous et au Comité des régions. Voilà, c'est juste un petit ajout. Et avant d'aller plus loin, vos avis, ils concernent quoi? Le fond de la question, ils concernent la subsidiarité? Non, ils concernent tous les sujets, sauf les sujets qui sont vraiment régaliens. Par exemple, les questions de police intérieure, de justice, de défense nationale sont en dehors de notre champ de compétences, mais sinon on a vocation à intervenir sur tous les sujets. Mais ma question, c'était sur chaque sujet. Ouais. Comment vous allez dans le sujet? Est-ce que c'est une analyse sur le fond du sujet? Est-ce que c'est une analyse sur la subsidiarité? Nous, c'est notre champ de compétences, mais est-ce que... Non, mais c'est aussi notre champ de compétences, mais je voulais savoir comment vous rendiez un avis. Est-ce que... Voilà. Oui, clairement, on est sur le fond du sujet, c'est-à-dire on n'est pas sur la subsidiarité, on est sur le fond, sur le contenu. Sur le contenu, d'accord. Sur la proposition, une analyse du contenu. Et puis peut-être tout dernier point sur notre présentation, c'est qu'on a un mandat de 5 ans, et qui pour nous va être renouvelé en septembre 2025. Et on est nommé sur proposition du Premier ministre et validé par le Conseil. Bien. Nous allons donc à présent, à moins que mes collègues aient des questions à poser sur ce propos liminaire, nous allons à présent donc aborder les questions de souveraineté alimentaire qui mobilisent notre commission depuis plusieurs années déjà et encore tout à fait récemment. À peine quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, nous demandions par une résolution européenne devenue définitive le 6 mai 2022 que la stratégie de la ferme à la fourchette soit reconsidérée pour redonner priorité aux objectifs de production agricole, garantissant l'autonomie et l'indépendance alimentaire de l'Union européenne. Nous avons longtemps eu le sentiment de crier dans le désert, mais le principe de réalité semble aujourd'hui s'imposer, malheureusement trop tard. Arnold Puech-Dalissac, vous êtes vice-président du groupe des employeurs du CESE, membre du bureau de la FNSEA, vous présidez dorénavant l'Organisation mondiale des agriculteurs et vous êtes membre du présidium du comité des organisations professionnelles agricoles au niveau européen. Vous vous proposez de nous présenter les travaux menés au CESE sur la souveraineté alimentaire. Donc nous vous écoutons pour 5 minutes et ensuite nous laissons la parole aux sénateurs pour 20 minutes et on enchaînera sur le sujet suivant. Daniel, tu peux rejoindre le banc des sénateurs à moins que tu veuilles changer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis agriculteur en Seine-Maritime et je travaille avec mon épouse, 2 de mes enfants et 4 employés sur une ferme de 180 hectares. On fait de la transformation de volailles, notamment avec un abattoir européen chez nous. Et on a des bovins, enfin la sagesse normande, mais il y a ça aussi en Hauts-de-France, Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser, j'arriverai pas à rester longtemps avec vous parce que je suis auditionné à 14 heures par Pascal Alizard sur le dossier CETA, où vous aurez un vote, où vous êtes très attendu, à faire bientôt. La direction prise par l'Union européenne nous a totalement plu au départ, l'idée de pacte vert, l'idée d'être le plus durable possible, de mettre une économie européenne en phase avec le changement climatique qu'il y a et la nécessité d'être dans la compétition sur ces sujets-là, aller tout à fait dans la bonne direction. Personne de chez nous n'ira critiquer la direction. En ce qui concerne plus particulièrement
la stratégie de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table, pour parler le plus français possible. On a trouvé que les échéances, les cibles qui étaient mises sans outils pour atteindre ces cibles était un vrai problème. C'est comme si vous demandiez à l'un d'entre vous d'améliorer sa productivité sans avoir des moyens informatiques ou de secrétariat ou d'autres qui viennent l'aider. Voilà. Et c'est la grande difficulté de cet objectif, même si atteindre moins 55% par rapport à 1990 de nos émissions nous concerne tous. Il y a des fois on va aller très vite, des fois on va aller moins vite. Je vais vous citer un exemple tout bête. Vous avez du temps de Stéphane Le Foll, on a eu un objectif de baisser de 25% l'usage des antibiotiques en agriculture, et finalement on a amplement dépassé cet objectif, car on a eu des outils de solution, et notamment les vaccins, qui ont été un vrai progrès. Et moi, en élevage de volailles, grâce aux vaccins, on a quasiment plus de coccidiose, qui était une maladie très très fréquente, et tous les éleveurs que vous avez peut-être eu un lapin chez vous, ou de temps en temps un poulet, et vous avez tous su que la coccidiose était un vrai problème. Donc on a quelquefois des marches qu'on peut faire très vite, et à d'autres moments des marches qu'on ne peut pas faire aussi vite que ça, pour avoir des plantes les plus résistantes demain, qui nous permettent d'avoir moins de dommages par les ravageurs ou par les champignons qui peuvent se développer. On a besoin de nouvelles techniques génomiques. Le Parlement européen vient de voter récemment sa position. On attend maintenant les solutions du trilogue. Donc ça va peut-être avancer. Et pour 2030, on pense qu'on aura les premières variétés qui vont nous permettre de diminuer l'usage de produits phytosanitaires chez nous. Par contre, pour le désherbage, vous savez, la mauvaise herbe, toujours là, pour tous ceux qui ont un bout de potager d'allée chez eux, ils savent fort bien que ça reste très présent, et là, on n'aura pas de solution immédiate, même si il y a des techniques, et vous le voyez pour ceux qui vont voir du plein air en plein champ, des robots qui vous permettent aujourd'hui de désherber, et notamment en maraîchage. C'est des investissements colossaux. Il y a une recherche française très avancée là-dessus. Il faut que tout le monde l'accepte, mais ce n'est pas en allongeant des hommes à quatre pattes sur une planche en train de tirer par un tracteur, en train de désherber à la main entre les rangs, qu'on arrivera durablement à avoir des salaires, parce que je vois nos collègues du groupe 2 qui sont très intéressés toujours à ce qu'on ait des salaires décents, et voilà, moi aussi je cherche à avoir des salaires décents pour nos employés, et puis des revenus aussi décents pour nos agriculteurs. Voilà. Et donc il ne faut pas avoir peur de la technologie et de la recherche pour y aller. Voilà. Sur les engrais, on a eu quelquefois, je vais vous dire comment la Commission a fixé les objectifs. Et, par exemple, sur les engrais, ils ont vu la tendance, c'était moins 14% pour 2030, donc on a dit on va faire moins 20. Sur les phytos, la tendance est à moins 33, ils ont dit on va faire moins 50. Voilà. Quand vous fixez des objectifs à un commercial dans votre entreprise ou à un collaborateur, il faut toujours fixer des objectifs atteignables. Si vous ne voulez pas fixer des objectifs atteignables, c'est ou vous voulez licencier le collaborateur, ou c'est vous qui devez sauter parce que l'entreprise n'atteindra pas les objectifs. Donc d'ailleurs, le commissaire Timmermans est parti avant la fin. C'est peut-être qu'il était conscient qu'il n'arriverait peut-être pas au bout des ambitions qu'il avait fixées. Je dirais un petit mot sur quelques règlements. Alors ça a été abandonné, la directive pesticides, ça allait trop loin, sans solution, et au lieu des moins 50% proposés par la Commission, la rapporteuse voulait moins 80% pour 2030 et 0 pour 2035. Ça, c'est donc passer de toute l'agriculture européenne dans l'agriculture biologique. Et là, on va avoir des problèmes d'autonomie et de souveraineté alimentaire totale. Sur IED, la taxation des élevages de volailles et de porcs reste, et on aura un vote au Parlement le 12 là-dessus, mais c'est quelque chose qui inquiète énormément les éleveurs, et on a du mal à considérer que nos élevages, qui sont quand même gérés du vivant, soient considérés comme des émissions industrielles et qu'elles soient taxées. Sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, CBAM en anglais, en acronyme anglais, vous savez qu'il y a 3 secteurs principalement qui vont être contributeurs au niveau européen. C'est l'acier qui va être taxé, c'est le béton, et j'en oublie un troisième, l'énergie. Autour de ça, c'est 3 facteurs très importants qu'on utilise dans notre secteur. Donc notre coût de production va augmenter, parce que l'acier qu'on va utiliser dans nos machines sera plus cher, le béton qu'on utilise dans nos bâtiments sera plus cher, l'énergie qu'on utilise dans nos champs, sauf si elle est renouvelable, sera plus chère.
L'agriculture, par contre, les produits agricoles importés ne sont pas soumis à cette contrainte. Voilà. Et en 2026, quand on va commencer à mettre ça en œuvre, je suis inquiet. Et plein de secteurs de l'économie sont inquiets, pas uniquement nous, mais même les secteurs très compétitifs. L'acier qu'on exporte devant nos voitures, quand on exporte une voiture, aura une augmentation de son coût de production. On ne pourra pas venir facilement sur le marché européen avec sa voiture. Mais quand on exporte sur l'Inde, quand on exporte sur la Chine, qui sont nos marchés d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on est compétitif? Voilà. Et c'est toutes ces questions-là, et le virage de la Commission pris récemment par Madame von der Leyen va dans le bon sens, puisque maintenant elle parle de compétitivité, chose qu'elle avait un petit peu oubliée ces dernières années. Voilà, pour être très rapide, voilà. Et vous laissez le temps de poser les questions. Non, c'est très bien, je vous remercie. Et ça fait plaisir d'entendre ce discours, finalement, société civile, par rapport au discours que nous avions porté politiquement ici depuis de nombreuses années, en disant que l'objectif majeur, on était tous d'accord dessus, mais les objectifs intermédiaires et les moyens, portés notamment par Frans Timmermans, nous paraissaient inatteignables et quelquefois même pervers pour notre agriculture. On a demandé, et cette commission a demandé à de nombreuses reprises d'avoir des études d'impact claires sur les moyens qui avaient été envisagés pour les moyens et les objectifs intermédiaires. On n'a jamais eu de réponse. On n'a jamais eu de réponse sur le fait d'avoir une étude d'impact sur notre agriculture de toutes ces mesures qui ont été prises à l'emporte-pièce de façon très démagogique, très directive. Et c'est aujourd'hui une partie de la colère qu'on a pu ressentir en France. Je laisse la parole à mes collègues. On a des spécialistes de l'agriculture ici. Ils vont s'exprimer. Oui. Pascal ? Donc Pascal Gruny. Daniel. Donc, oui. Chers collègues, donc on se donne 20 minutes de temps. Oui, ça va être relativement court. Merci tout d'abord et puis pour votre présentation. Moi, j'ai toujours dit sur le verdissement, attention, pas trop vite, pas trop fort. Voilà. Donc je pense que sur effectivement l'acceptation, bien évidemment, mais en revanche, l'accompagnement pour la transition, elle est importante. Moi, je viens du domaine de l'agriculture et j'ai démarré mon activité professionnelle en centre de gestion agricole il y a très longtemps. Et donc, moi, j'ai pu voir en fait tous les progrès qui ont été faits et qu'à un moment donné où on utilisait beaucoup de phytosanitaires, beaucoup d'engrais, c'était aussi ce qui était conseillé par les ingénieurs en fait à Grenoble. Donc ça, c'est important à dire. Moi, je voudrais savoir si vous pensez qu'on a suffisamment de fonds pour accompagner la recherche, parce que vous en avez beaucoup parlé dans votre propos, et je suis sûre que c'est de toute façon par là qu'on pourra avancer. Et enfin, aujourd'hui, on a une politique agricole qui est on va dire maintenant peu commune. Et donc, je voudrais connaître votre avis sur la concurrence interne, en fait, au niveau de l'Union européenne. On a cette concurrence qu'on appelle souvent déloyale, parce que forcément, ce pas les mêmes produits qui arrivent sur notre territoire. Je parle de l'Union européenne. Mais en revanche, on a aussi une concurrence interne et accrue avec la dernière PAC. Merci. Oui, merci Président, merci pour cette intervention. Deux questions. La première, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois on va à un rythme plus rapide que la science? C'est-à-dire qu'effectivement, et le monde agricole, comme le monde industriel, comme toutes les professions, les salariés d'ailleurs, on a évolué dans la société au rythme du savoir-faire. Et qu'aujourd'hui, on impose au niveau communautaire, dans le projet communautaire, un rythme qui ne correspond pas au savoir et à la science. Première question. Deuxième question, qui fait vraiment qu'on a l'impression, et mon propos a d'autant plus de relief qu'on est à quelques semaines des élections européennes. L'Europe, c'est une véritable chance. Une chance d'indépendance, une chance de certitude, d'avoir une assiette remplie. Et on a l'impression d'avoir deux Europes. Celle que vous venez d'évoquer, et puis celle qui négocie, et ça tombe bien parce que j'ai participé hier soir à des auditions sur le CETA, mais le CETA étant en plus pas forcément le pire des exemples, mais malgré tout, c'en est un. Comment pouvons-nous avoir une Europe qui impose des conditions
qui affirme un certain nombre de choses et qui exige de ces paysans à travers l'Europe des éléments qui sont complètement à l'opposé de ceux qu'elle négocie elle-même au niveau mondial. Je prends un exemple choquant, parce que si les Français le savaient et les Européens, en France, on désinfecte pas une carcasse. Dans le cadre des accords, on va autoriser la désinfection de carcasses, alors que nous, on est dans un système, et mon propos ne remet pas en cause l'exigence sanitaire. Au contraire, l'exigence sanitaire européenne est bien plus forte, puisqu'on ne va pas jusqu'à ce blanchissement des carcasses. Premier exemple. Deuxième exemple, les conditions de production, les hormones, enfin des tas de choses qu'on s'interdit. Les OGM, alors, puisqu'on est à deux doigts sur une évolution sur NGT, j'espère qu'on ne recommencera pas l'erreur des OGM. Et là, on ouvre un grand pas la concurrence. Et c'est pas supportable. Et c'est incompréhensible. Comment voulez-vous que l'Europe, que la paysannerie française, voire le consommateur, puisse partager des écarts aussi grands entre faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais par rapport aux importations qui sont réalisées. Oui, ça va, on est dans le timing. Fonds recherche. Alors, le crédit emploi recherche, ça coûte quelques milliards à l'État. 30 et 40, non moins que ça. Ouais, 7 milliards. Donc c'est moins que ce que mais c'est quand même quelque chose d'important. Ce qui est orienté sur la recherche, on a en France, et on est les premiers en Europe à avoir ça, ce qu'on appelle le contrat de solution, où 43 organisations privées, professionnelles et publiques travaillent à essayer de trouver des solutions. Et c'est bien que Monsanto, qui n'existe plus, que Bayer, mais que le ministère de l'Agriculture avec l'INRAE, et nous avec nos interprofessions ou nos outils techniques, on met en avant chacun ce qu'on fait et comment est-ce qu'on arrive à des solutions appliquées. Donc on a ça, mais ça va à la vitesse où on va trouver la solution. Mais c'est bien que public, privé et professionnel travaillent ensemble. Donc on va vous dire qu'il n'y a jamais assez d'argent. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des solutions. Alors ça perturbe les gens. Le débat NGT, on me dit mais pourquoi est-ce qu'on va autoriser NGT sur plantes et qu'on ne les autorise pas sur animaux? Mais je dis l'animal, l'homme est un animal doué de conscience, donc on n'a pas envie d'aller sur ce sujet-là. Et restons déjà sur les plantes qui serait un vrai progrès. Ce qui a été voté au Parlement européen va très loin puisqu'il va étiqueter l'ensemble des produits, mais qu'on ne peut pour indiquer que c'est issu de techniques génomiques, ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas le prouver. Sur votre produit, il n'y a pas d'outil. Autant OGM, on pouvait retrouver la modification. Là, on ne peut pas retrouver. Voilà. Et on va être en compétition dans le monde avec des pays qui ne vont pas le faire et qui peuvent nous importer leurs produits. Et comme il n'y a aucun moyen de le détecter, on est vraiment dans la surtransposition. Là, d'un niveau européen. Je l'ai dit aux gens du Rassemblement national. Je dis, vous avez voté tous les amendements proposés par les Verts sur l'étiquetage, à la fin, vous votez le texte. Les Verts votent contre. Mais globalement, vous avez créé la surtransposition. Voilà. Et dans le trilogue qu'il y a entre la Commission et le Parlement et le Conseil, ça va... Je ne sais pas comment ça va finir. Voilà. Mais au CESE, on a eu un vote là-dessus qui était aussi du 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des gens qui étaient favorables à l'étiquetage et 1 tiers qui n'étaient pas favorables, mais je n'ai pas su convaincre plus que ça. Voilà. Bon. On doit faire avec ça et c'est à l'homme politique de toujours trancher à la fin. Sur la concurrence interne. La concurrence interne est très forte et la France perd des parts de marché. Nous sommes depuis 2015 déficitaires en termes de commerce avec les pays de l'Union européenne. Heureusement, on est très excédentaire avec les pays tiers, mais avec les pays de l'Union européenne, on est déficitaire parce que les pays de l'Union européenne nous ont pris des parts de marché. La taille des élevages, chez tous nos voisins, excepté les Italiens, n'est pas limitée du tout. À la fin,
quand il y a des volumes pour irriguer l'abattoir, irriguer l'industriel laitier, produit dans des étapes de 1000 vaches ou des porcheries de 10 000 truies, on est loin de l'élevage de 70 vaches en moyenne en France, laitières, l'élevage de 50 vaches allaitantes en vaches allaitantes, ou l'élevage porcin de 250 truies en France. Mais à la fin, ça donne une compétitivité. Je ne dis pas que c'est notre modèle, c'est pas du tout notre modèle, mais s'il y en a quelques-uns comme ça, vous savez, ça aide à la fin à amortir les frais de gestion d'une entreprise, d'avoir des entreprises très efficaces, entre guillemets. Vous savez, quand on vient nous ramasser des animaux, on est tous payés le même prix, qu'on en mette 10 dans le camion ou qu'on en mette 100. On est tous payés qu'on mette 500 litres de lait dans le camion de la laiterie ou qu'on en mette 5000. Mais à la fin, il y a une solidarité. Mais si on avait plus, entre guillemets, on a besoin de gagner en taille quelquefois. Et ça, c'est notre problème. Et toutes les surréglementations, chaque fois qu'on veut créer un poulailler ou même une vache, un élevage bio, ici en Ile-de-France, on arrive à voir Corinne Lepage, qui est l'avocate des riverains opposés à l'installation de l'élevage parce que c'était des pâtures en face et qu'ils ne veulent pas avoir d'animaux. On doit tous accepter, je reprendrai le titre d'un débat que j'ai vu à Davos il y a un mois, oui dans mon jardin, yes in my backyard, il faudrait qu'on soit un peu plus volontaire pour accepter. On a besoin de... On aime tous manger un petit peu de charcuterie, mais il faut accepter qu'il y a un élevage de cochons pour avoir un peu de charcuterie. On peut pas. Voilà. Et on a perdu nos places de leader qu'on avait. En 2000, on avait 25 millions de cochons en France, 25 millions en Allemagne, 25 millions en Espagne, 25 millions au Danemark. Aujourd'hui, il y en a 32 au Danemark, 37 en Allemagne, 42 en Allemagne et 21 en France. Voilà ce que ça donne. Et on est la réglementation française, le système où on peut contester les permis de construire très longtemps, enfin tous les assouplissements que le président de la République a entendu qu'il fallait faire et qu'il veut faire et qu'il met en œuvre pour diminuer les délais de recours suite aux manifestations de ces derniers temps, vont dans le bon sens pour relancer l'esprit d'initiative et qu'on soit moins attaqué. Nos coûts aussi, hein, nos coûts de main-d'œuvre. Le cochon français, à l'entrée abattoir, est le moins cher de l'Union européenne. À l'entrée grand magasin, il est le plus cher de l'Union européenne. Donc il doit y avoir un problème d'efficacité dans la partie du milieu. C'est une question de taille d'entreprise, comme je l'ai dit, et de moins de volume. Si vous avez 80% des volumes que vous aviez avant quand vous en aviez 100, bah votre outil il est un peu moins productif. Et si vous avez un coût de main-d'œuvre, voilà, à part les Danois et les Luxembourgeois qui sont plus chers que nous, on est plus cher et il nous faut aider les entreprises de ces secteurs-là parce qu'on se bat avec les autres, hein, et ils n'hésitent pas à nous prendre des parts de marché. Voilà, j'ai cité l'Espagne, mais le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne. Voilà, je ne parle pas de l'Ukraine en ce moment, où les prochaines manifs que vous allez avoir, ce sont les céréaliers qui d'habitude ne sont pas les premiers à manifester, mais quand les céréales sont à 155 € et qu'on a départ ferme en ce moment, ils étaient à 270 le jour de l'entrée de la guerre, c'est monté à plus de 350 et aujourd'hui c'est à 155 parce qu'on a les céréales ukrainiennes qui viennent chez nous. Voilà. L'Ukraine a importé 1 million de tonnes de céréales au mois de janvier, ce qu'elle avait sans droit, ce qu'elle avait le droit d'importer en 12 mois. Maintenant elle l'a importé en 1 mois, elle va continuer puisque le truc est totalement ouvert. Exporté, oui, elle a importé chez nous. Ouais, voilà. Elle a exporté chez nous. Oui. Tu as tout à fait raison. Et donc on a importé ça. Donc ces difficultés de concurrence sont très fortes et il nous faut être conscient de ça. Daniel m'a interrogé sur, je répondrai par réciprocité et clause de sauvegarde. C'est fondamental dans les accords de libre-échange. On utilise souvent le terme de clause miroir. On n'aura jamais la clause miroir, et je ne reprendrai pas les termes de Rotaillot sur le miroir aux alouettes, mais la réciprocité, on ne sera jamais pile face-face. Voilà, il y a des produits qu'on utilise chez nous que les Canadiens n'utilisent pas, il y a des produits très dangereux qu'utilisent les Canadiens.
Il y en a un petit peu. La deltamétrine et la fenpropidine, pour te citer ce que je vais dire tout à l'heure. Mais c'est les rares trucs où on est... mais on n'aura jamais des clauses pile, sinon vous n'avancerez jamais, et vous n'aurez jamais de réglementation nationale qui pourront se mettre en œuvre si vous, à chaque fois vous demandez à tous les jours. Donc Plus réciprocité. et la capacité de contrôle. Voilà. Et puis, clause de sauvegarde, quand on fait des affaires, quelle que soit l'entreprise, ou même entre entreprises, ou même entre un employeur et un employé, il y a un moment, il y a une clause de sauvegarde. Il y en a un comme l'autre qui peut dire, attends, ça va plus, on va au prud'homme, on se sépare, on arrête le truc. On n'a rien. Si demain, le CETA est signé, et si les Canadiens se mettent aux normes européennes pour faire de la viande sans hormones ou du porc sans ractopamine, qui est un activateur de croissance qui est totalement interdit dans l'Union européenne, ils vont pouvoir venir sur notre marché. Tant qu'aujourd'hui ils ne sont pas là-dedans, ils ne viennent pas sur notre marché. C'est pour ça que la mise en œuvre provisoire ne nous pose pas de problème. Mais dès qu'on va arriver à une mise en œuvre définitive, là, il y a une partie de leurs élevages qui vont se mettre aux normes de chez nous et qui vont arriver en pleine compétitivité. Et là, c'est pareil, je vous parlais de différence de taille d'élevage, on risque d'être très faible. Donc il faut des clauses de sauvegarde qui disent, voilà, le prix a baissé par rapport au marché habituel du même mois de l'année d'avant, on arrête le commerce temporairement et on voit pourquoi. Ça, c'est important d'avoir ça, et on n'a pas ça, et c'est quelque chose qu'on réclame à côté de la réciprocité. Et puis tu as raison, sur l'acide lactique, qui est utilisé pour désinfecter les carcasses, chez nous on a une stratégie différente, on ne doit jamais polluer la carcasse, et donc à la fin, on n'a pas besoin d'utiliser. Là-bas, s'il y a une pollution, ils gomment tout en mettant de l'acide lactique, en pulvérisant. Je ne vais pas dire badigeonnant, en inondant. C'est vraiment quelque chose à très petite dose, mais c'est des concurrences déloyales. Voilà, c'est tout. Non, mais encore, on a 2 minutes. Alors 1 minute là, 1 minute pour Daniel. J'ai juste 2 phrases pour rebondir. On l'a mentionné au passage, il y a de la surtransposition en France, et on le voit bien, il y a des choses qui découlent des règles européennes, puis il y a des choses où on en fait plus, et on fait aussi souvent de la pré-surtransposition, c'est-à-dire qu'on se précipite pour prendre des lois en France ou des règlements, alors même que c'est discuté à Bruxelles. Et j'ai vu l'autre jour qu'un ministre français, je ne sais plus sur quel sujet, au Sénat, a dit stop là, à cet amendement. C'est en train d'être discuté à Bruxelles, attendons, donc ça c'est vraiment sage. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous avez dit sur la compétitivité, alors moi j'ai été le promoteur au sein du CESE, et ça a été repris désormais par l'Europe via la conférence pour l'avenir de l'Europe, de ce qu'on appelle un test compétitivité, c'est-à-dire que dans les études d'impact, on regarde l'effet de la réglementation, du règlement et de la directive sur les entreprises européennes. Donc à l'avance, on essaie de voir ça. Merci. Il y a une proposition de loi là qui arrive au Sénat dans 1 semaine ou 10 jours, justement sur les tests compétitivité en France, portée par la délégation aux entreprises. Voilà, ça fait 4 ans que je porte ça au CESE européen, donc je suis ravi, ça se répand. Ce ne sera pas un miracle, hein, mais si au moins on se pose la question, ce sera déjà bien. Daniel, pour 1 minute. Oui. Très rapidement, il y a effectivement un sujet, j'ai bien entendu par rapport au NTG, si l'Europe, on ne prend pas le virage, on va disparaître complètement de la scène internationale sur la diversité végétale et la propriété et la capacité de l'agriculture à avoir son indépendance sur la fourniture de semences. Mais je voulais faire un parallèle parce que dans les NTG, il y a les 1 et les 2. Les 1, c'est ni plus ni moins que la sélection animale qu'on a mis en place. C'est une agence matrimoniale organisée où il n'y a pas de, on bricole pas on touche pas aux gènes. Et effectivement, ça serait terrible que les 1, on ne puisse pas déboucher rapidement sur ce sujet parce que il en va de la diversité et de la capacité en Europe de reproduire, et notamment en France, parce que n'oublions pas qu'on est dans les premiers fournisseurs de semences, de pouvoir reproduire et d'avoir la propriété demain de ces végétaux. Il y a un autre point que je voulais souligner quand même qui fait partie des soucis. Je prolonge ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur les contrôles. On a auditionné hier soir les douanes. Effectivement, pour bon nombre de contrôles, c'est sur uniquement certificat. Y compris sur un sujet qui nous anime sur les
le bio, puisque la loi Egalim dit qu'on doit faire rentrer pas mal de bio dans les cantines, c'est sur uniquement des certificats. Quand vous savez que dans un certain nombre de pays, et j'en parle en connaissance de cause, Arnold le sait très bien, je suis à l'origine de l'IPG en France, où tous les animaux sont identifiés. Je vous rappelle qu'en France, un animal qui arrive à l'abattoir, qui n'a pas ces deux boucles, il va à l'équarrissage. Il n'est pas, même s'il est correct, il va à l'équarrissage. Je vous rappelle que pour un bon nombre de pays, dans les similitudes, on boucle les animaux à l'abattoir juste avant qu'ils ne soient abattus. Donc il n'y a pas de traçabilité, de connaissance, de parcours de l'animal, contrairement à ce qui est mis en place aujourd'hui en Europe, et je m'en réjouis. Donc ce n'est pas une critique, au contraire, c'est la vache folle qui nous a appris à le faire. Et en France, qui est assez exemplaire, on a une meilleure connaissance sur les animaux, le parcours des animaux, que sur l'être humain. Et aujourd'hui, vous nous demandez, enfin, on est en concurrence complètement déloyale avec des productions qui rentrent sans avoir cette traçabilité. Et je termine sur les OGM, parce que ça pourrait être la même chose sur les NGT. Alors volontairement, je dis les NGT. Le président nous a nommé, on va remettre dans 8 jours notre avis sur les NGT, parce que j'aime bien la langue française. Donc je sais qu'au niveau européen, c'est plutôt à l'inverse, on bouleverse le G par au T. Mais comme on est en France, je veux que ça soit lisible pour les Français. Mais sur la consommation, c'est comme les OGM. Les Européens en mangent tous les jours, sans le savoir. Sans le savoir. Et on nous interdit d'en produire. Donc il y a quand même un sacré souci de compétitivité derrière. C'est tout ça qui est vraiment quelque chose. Et sur les NTG, ça peut être la même chose demain, mais ça sera plus grave, parce que c'est le dernier rempart. Et ça serait l'incapacité d'autoriser en Europe de croiser des plantes entre elles sans les manipuler, pour avoir une meilleure résistance aux maladies, une meilleure adaptation à la sécheresse, enfin aux conditions climatiques, etc. Ce qui nous mettrait en complète dépendance. Ce qui m'amène des fois à me dire que des fois on a quand même des lames de fond qui font quand même pour que l'Europe, qui a un rôle majeur à jouer au niveau international, ne le joue pas en utilisant des travers, je ne voudrais pas être polémique, mais qui ne sont pas quand même très honnêtes vis-à-vis des acteurs économiques et vis-à-vis des consommateurs, parce que quelque part, c'est les trahir aussi. Merci Daniel. C'est bien parce que tu es un ami. Nous allons à présent aborder les questions de corruption et d'éthique et de protection des lanceurs d'alerte. Notre commission vient d'adopter à ce sujet un rapport qui va sortir sous peu, qui demande d'accélérer les efforts européens pour prévenir et lutter contre la corruption et renforcer les règles éthiques en la matière, aussi bien dans les États membres, l'actualité espagnole le prouve, que dans les institutions européennes. La confiance des citoyens dans l'Union européenne est fragile et un scandale comme celui du Qatargate contribue à le dégrader dangereusement. Éviter les errements de ce type est donc impératif pour la survie même du projet européen. Je laisse la parole à Madame Franca Salis-Madinier pour nous présenter les travaux du CESE à ce sujet. Je précise que vous êtes vice-présidente du groupe des salariés au CESE et secrétaire nationale de la CFDT Cadre en charge du numérique, de l'Europe et des lanceurs d'alerte. Nous vous écoutons pieusement en vous reprécisant, parce que ça m'a été dit, la séance est vidéo captée, et donc il faut vraiment bien parler dans vos micros pour être entendu dans la télé. Je m'accroche. Bon, j'espère que ça se soit bien. Donc, merci beaucoup pour avoir organisé cette opportunité d'échange. Pour moi, c'est une première. Donc, vous m'avez déjà présenté. Peut-être dire ça n'a rien à voir, quoique, avec les lanceurs d'alerte. En ce moment, je suis membre de la commission interministérielle sur l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé d'agriculture, il y a plein de contacts et de liens à faire. Alors, sur le sujet de l'éthique, je précise, je suis au comité d'éthique du Comité économique et social européen. Donc, je fais partie des 6 membres qui siègent dans ce comité. Donc, nous avons depuis révisé notre règlement intérieur et aussi les codes de conduite, parce que nous avons eu à traiter un cas
assez grave de harcèlement, ce n'était pas corruption, en interne, et donc on a dû renforcer les sanctions, et donc tout ça, ça a été fait jusqu'à 2021. Je fais aussi partie, vous en avez certainement aussi entendu parler, du comité interinstitutionnel d'éthique qui a été mis en place après les Watergate, mais enfin c'était un projet de von der Leyen, Madame von der Leyen auparavant. Donc ces comités, je fais partie d'un comité ad hoc parce que c'est le vice-président du CESE pour nous qui siège, réunit toutes les institutions européennes, donc Commission, Parlement, les conseils, la Banque centrale européenne, la Cour de justice européenne. Et grosso modo, le but est celui d'aligner les normes entre toutes les institutions, les normes éthiques entre toutes les institutions européennes. Donc nous travaillons là-dessus. Je pense qu'il y aura un texte qui sortira la semaine prochaine, si le calendrier est maintenu. Bon, il a été beaucoup critiqué pour l'instant, ce texte, parce que ça n'habilite pas ces comités d'éthique de faire des enquêtes, par exemple, de conduire des enquêtes. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir des normes plus exigeantes en termes de transparence par rapport aux institutions européennes, donc aux membres du Parlement, de la Commission, mais aussi aux membres du CESE, et faire en sorte que ça soit aligné, donc harmoniser des règles, et avoir une déclaration d'intérêt financier, extra-financier, qui soit un peu plus exigeante. Voilà, nous en sommes là, donc si vous avez des questions, bien évidemment. Alors moi, j'étais rapporteur de l'avis au Comité économique social européen en 2018 qui devait donner un avis à la Commission par rapport à la directive sur le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte. Donc cet avis est passé haut la main au niveau du comité. Des employeurs aussi l'ont voté, même si la majorité, peut-être, ils avaient des réticences, notamment par rapport aux échelons, donc pouvoir reporter, alerter aussi à l'extérieur de l'entreprise auprès des autorités publiques, par exemple, sans passer forcément par l'échelon premier niveau, donc l'entreprise ou l'organisation. Donc cet accord et cet avis et cette directive a donné lieu en France à la déclinaison avec la loi Wasserman en 2022 d'une loi qui est celle la plus protectrice, parmi les plus protectrices en Europe et dans le monde, sur les lanceurs d'alerte. Bien évidemment, le chemin il est toujours long. Quand on a un droit, il y a aussi les questions, comment on les met en pratique, peut-être encore dans les administrations et dans les entreprises privées. Il n'y a pas véritablement des canaux qui rassurent. Et donc, le nombre d'alertes, en général, les alertes sortent plutôt que rester à l'intérieur de l'organisation parce qu'encore, les personnes qui souhaitent alerter ne se sentent pas trop rassurées, même si cette loi donne la possibilité d'avoir des canaux sécurisants. Voilà, les CESE, peut-être juste un petit mot aussi sur les procédures Bayon, donc qui viennent, donc il y avait un projet de directive pour protéger les journalistes et les sources lorsque des procès un peu abusifs sont intentés à leur encontre. Donc l'avis du CESE était largement majoritaire en faveur de la dénonciation de ces procédures et donc ce qu'on appelle avec l'acronyme anglais SLAPP. Donc c'est les procédures abusives judiciaires qui sont faites intentées parfois par des puissants contre des individus. Voilà, et donc là aussi, les CESE a pu... donc les CESE, c'est important ce que disait Thierry, parce que lorsqu'on fait un avis, c'est quand même l'avis des employeurs, c'est l'avis des syndicats, c'est l'avis des organisations et des associations de la société civile. Donc c'est quand même ce qui distingue de Business Europe, donc de l'organisation patronale ou de la Confédération européenne des syndicats. C'est un avis consensuel. Donc c'est quand même important pour les législateurs. Merci. Petite remarque, voilà, nous on a eu à travailler justement sur les deux projets de règlement, dans lesquels d'ailleurs le comité d'éthique interinstitutionnelle devait être créé. Mais vous nous dites qu'il fonctionne déjà. Donc est-ce qu'il a... Voilà. Non, les conditions de sa mise en place sont en train de discuter. Donc il y a les textes qui sont en train d'être négociés parmi toutes les institutions.
on avait compris dans votre propos Pardon, que le comité non. d'éthique s'était Je déjà me suis mal réuni. exprimé. Non, non, il y a les textes fondateurs Oui. qui devraient être validés dans les semaines qui viennent, adoptés par toutes les institutions, et ensuite il y a l'installation de ces comités, elle n'est pas encore opérationnelle. Si vous consultez notre rapport du Sénat, Oui. vous verrez qu'on dit quand même que ça ne va pas assez loin. Voilà, bon. Les chiens sans dents. Alors, question. Oui, Bernard Jomier. Oui, merci. Merci pour votre exposé. Une question d'actualité. Il y a de façon répétée un certain nombre de parlementaires européens qui se plaignent de la pression de représentants de lobby sur les travaux parlementaires. Et récemment, j'ai vu qu'il y a eu un épisode avec Amazon. Et semble-t-il, mais alors j'ai peut-être pas tout compris, pardon pour l'imprécision, mais vous savez parfaitement de quoi il s'agit de ma question, une décision qui aurait été prise de restreindre l'accès des lobbyistes d'Amazon aux parlementaires européens. Est-ce que vous avez d'abord une position sur cette question? Est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que, puisque vous nous aviez expliqué, Monsieur le Président, vous avez une capacité d'autosaisine en quelque sorte. Voilà. Comment vous abordez cette question qui revient de façon récurrente, qu'on entend de façon récurrente? Pour l'instant, il n'y a pas eu de saisine de notre comité. Alors, ce qui existe, c'est un registre de la transparence. Donc, les lobbyistes existent en Europe, bien évidemment, on ne va pas les éliminer. C'est intéressant parce que ce n'est pas uniquement une influence. L'essentiel, c'est que ça soit enregistré, que ça soit transparent et que ce soit aussi connu que tel membre reçoit telle organisation, entreprise, etc. Maintenant, alors je prends le Qatar. Hein, Fight for Impunity, hein, c'était une ONG qui n'était pas dans les registres. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on revoie de manière un peu plus globale, parce qu'elle a été considérée une ONG, donc pas dans les... Donc il faut quand même regarder, au vu même des expériences passées, comment on peut améliorer cette transparence. Et aussi dire, voilà, je suis pas sous influence, mais je reçois des personnes, je reçois les représentants d'organisations. Alors, en l'occurrence, sur Amazon, on ne s'est pas prononcé particulièrement sur cet aspect. Valérie Boyer. Merci, madame. C'est difficile pour moi d'entendre parler de cette agence du Qatar comme une ONG, parce que c'est tout sauf une association non gouvernementale, c'est une association gouvernementale d'influence directe, plutôt qu'une ONG. Je trouve que moi, déjà, j'ai beaucoup de mal avec ce terme, parce que toutes ces associations, elles sont souvent gouvernementales et elles ne sont pas indépendantes. Vous savez, c'est comme les mineurs non accompagnés, qui sont souvent pas mineurs et toujours accompagnés. Ça, maintenant, on en a la certitude, puisque personne ne peut faire les traversées qui sont les leurs sans être accompagné, voire même d'ailleurs acheté, vendu, revendu. Petite parenthèse, ma question est simple. Savez-vous pour quelle mission ces députés européens ont-ils été corrompus? Quels étaient les objectifs précis du Qatar pour lesquels ils avaient des baignoires, puisqu'on a parlé de baignoires de billets de banque, des sacs de billets de banque, etc. Ça semblait grand, ça semblait grossier tellement c'était énorme, parce que depuis justement cette sinistre affaire, moi je n'ai pas lu d'article particulier les concernant, ni eu d'informations précises sur l'objet de la corruption, les corrupteurs et surtout leurs objectifs. Alors je voudrais savoir précisément en quoi l'argent que ces personnes ont reçu, à quoi ça leur a servi. Parce que j'imagine que s'ils ont reçu de l'argent, c'est parce qu'une partie du contrat de corruption avait été remplie. Merci Madame pour votre question. Alors je précise que ONG c'est tel qu'elle se définissait, d'accord. Donc voilà. Et après je pense qu'il y avait beaucoup de connivence parce que la personne qui gérait cette association Fight for Impunity c'était un ex-parlementaire, M. Panzieri. Donc avec l'assistant qui était encore en place et qui est devenu l'assistant d'Eva Kaili, donc la parlementaire grecque, voilà, qui était une des accusées principales. Donc voilà, il y avait quand même un certain nombre de conditions pour que
toutes les magouilles autour de cette affaire puissent se produire. Ceci dit, donc je vous réponds très précisément. Donc Eva Kaili était la présidente au sein du Parlement d'une commission sur les affaires sociales. Donc la question de la corruption de la part du Qatar, c'était sur la question sociale. Donc de dire que le Qatar en réalité respectait les conditions de travail des travailleurs sans les exploiter, donc qui avaient fait beaucoup de progrès. Donc c'était justement pour, je dirais, rendre le Qatar comme un pays présentable. Voilà, dans le cadre de... voilà, donc c'était du point de vue social. Et d'ailleurs, il y a eu toute une série de personnes qui ont été impliquées dans cette affaire qui étaient liées aux aspects. Donc Eva Kaili étant la présidente, donc elle avait fait même un discours en disant « Le Qatar, j'affirme que c'est devenu un pays quand même formidable pour les droits de l'homme. » Voilà. Mais ce que je veux dire à un certain moment par rapport à la question pertinente de Valérie Boyer à laquelle vous répondez, et je vous en remercie très précisément, c'est de se dire qu'à un moment, il n'y a même pas de discussion politique sur le sujet. C'est-à-dire qu'elle affirme quelque chose qui en réalité n'était pas forcément fondé, et il n'y a pas eu de discussion politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un de ses opposants ou un représentant de parti politique qui a pu à un moment dire « mais tout ça est faux ». Ou alors, vraiment, il y a une corruption majeure? Parce que, enfin, ici, quand quelqu'un dit une ânerie, ou qu'on pense que c'est une ânerie, on rétorque. C'est aussi la politique. Mais là, le fait qu'elle ait pu affirmer publiquement des choses sans qu'il y ait une contradiction, ça m'apparaît surréaliste. Pardon, j'ai une autre question justement pour cette affaire, moi, qui m'avait beaucoup étonnée, parce que ça ressemblait à une affaire de pied nickelé, excusez-moi, quand on a vu... c'est aussi... Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas d'informations sur les dossiers pour lesquels ces personnes sont intervenues. Vous avez parlé de la Coupe du monde de foot et du formidable pays pour les droits sociaux qu'est le Qatar. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres influences? Parce qu'à la même époque, je me souviens qu'il y avait des campagnes sur le fait qu'il était formidable de porter le voile, que le hijab, c'était la libération, etc. Moi, je voudrais savoir si précisément pour ce type de dossier, notamment sur le droit des femmes, sur les droits politiques, il y avait eu des influences et si d'autres pays avaient été touchés aussi au sein de l'Union européenne. Alors, d'abord, votre question, M. Rapin, est-ce qu'il n'y avait pas un contradictoire? Alors, moi, je n'ai justifié rien, mais dans la dynamique des choses, il y a une commission à laquelle on délègue une question comme celle des droits fondamentaux, du respect des droits sociaux, etc. Donc, cette commission était présidée par Mme Kaili, donc elle-même avec un parti, et même les coéquipiers de son parti européen, voilà, ils font confiance. C'est le système de la confiance. Donc, si elle dit ça, voilà, il n'y a pas lieu de... Et donc, comme vous le savez, je ne justifie rien, mais je veux dire, les choses sont passées de telle sorte. Donc, il n'y a pas eu un débat... Pardon ? Oui, maintenant, il y a enquête depuis, bien évidemment, mais il y a quand même eu des dérapages voilà, sur la partie confiance. Vous êtes dans une commission, la présidente affirme des choses, probablement elle avait quelques données, je pense qu'elle peut-être elle avait raison de dire... Ici c'est pas comme ça, il faut tout justifier voilà. quand donc... le président dit quelque chose. Oui, alors l'autre aspect peut-être, et vous avez tout à fait raison de la question, moi j'ai dit dans certains pays, la France je pense c'est un pays... je suis italienne d'origine, donc je ne suis pas en train de comparer la France à un pays extra-européen. En Italie, le contrôle des citoyens sur les institutions, il est beaucoup moins important qu'en France. Je l'affirme. Et en Europe, le contrôle des citoyens, il est encore plus léger, parce que l'Europe, elle est lointaine. Donc voilà, donc il y a toute une série de fonctionnements et des dysfonctionnements
qui arrivent. Alors maintenant, moi je pense qu'ils feront un peu plus attention, mais quand même, tant qu'il n'y a pas de contrôle, là on parlait des contrôles tout à l'heure, il faut les contrôles sur nos gouvernants. C'est ça la démocratie. Voilà. Par rapport aux droits des femmes, si, il y avait certainement toute la question allait de pair avec ça, tout allait bien, même. Voilà. Je pense que les choses s'étaient mises en place quelques années auparavant par rapport au débat. Ce n'était pas une chose improvisée. Très bien. Oui. Là de l'influence. Pardon. Ah oui, Présentez-vous, oui. Dominique Gillot, moi je suis une ancienne sénatrice et j'ai un parcours un peu plus ancien dans la vie politique. Sur cette affaire de l'infiltration des influences religieuses dans les institutions européennes, je pense que ça va très loin et qu'il y a des enquêteurs, des lanceurs d'alerte, notamment français, je pense à Caroline Fourest, qui dénoncent très régulièrement ces influences-là, mais que le fonctionnement du Parlement européen, le fonctionnement des institutions européennes protège un certain nombre de dysfonctionnements. Moi, ça me choque profondément, mais il y a des choses comme ça, comme tu dis, c'est l'organisation démocratique de l'Europe, compte tenu du nombre de pays qui sont en cause, du nombre d'influences, de la volonté aussi de trouver toujours un consensus, de ne choquer personne, et voilà. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'on reste très vigilant sur cette affaire-là des infiltrations qui sont extrêmement, extrêmement dangereuses, parce qu'il y a des organisations islamistes qui touchent beaucoup d'argent de l'Union européenne. D'accord. Ben, bravo. Mais ça reste, enfin, je veux dire, sans aucun effet. Merci. On est juste à la minute près dans le timing. Donc, troisième et dernier temps de nos échanges qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, Arnaud Libard s'est proposé pour ouvrir la discussion sous l'angle de l'implication des consommateurs dans la transition écologique, puisqu'il a rapporté des avis sur des propositions de directives européennes en ce domaine. Vous nous parlerez sans doute d'économie circulaire, d'éco-conception, de consommation responsable, d'approvisionnement durable, sujet qui intéresse notre commission, s'installe heureusement dans l'agenda européen, et vous avez 5 minutes pour le faire. Eh oui, le climat, on le traite toujours à la fin. Merci Président. Sur le dérèglement climatique, c'est effectivement un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a eu un très grand nombre d'avis. Comme on est entre nous en toute transparence, c'est pas un des sujets sur lesquels on est bon. Simplement parce que le principe de notre activité, c'est une recherche maximale du consensus. On n'est pas très saillant, c'est-à-dire on va dire que le dérèglement climatique, c'est l'impératif mondial de l'humanité, et puis en article 2, que ça ne doit pas nuire à la compétitivité des entreprises. Ensuite, il y a les pays de l'Est qui vont dire que par rapport aux combustibles fossiles, il faut une période de transition, etc. Donc voilà, c'est pas un sujet sur lequel on peut se mettre en avant. Les points, par contre, sur lesquels on a une plus-value, c'est d'abord une grande diversité des approches. C'est-à-dire que sur le sujet climat, on a travaillé beaucoup sur la notion de justice climatique, parce qu'on est à peu près persuadé qu'on n'arrivera pas à vraiment aller sur le dérèglement climatique si on ne prend pas en compte les aspects sociaux. Et donc ça fait partie des thèmes importants. On a travaillé sur la diversité des pays, par exemple sur les zones Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour ce qui est de la France. On a travaillé sur les problématiques de finance, innovation, investissement socialement responsable. On a travaillé sur des problématiques de matériaux rares, de batteries. Mon collègue Bruno Choix a fait un avis, a voté à l'unanimité justement sur la création d'une filière batterie électrique en Europe. Özlem Yildirim, qui est groupe 2, a travaillé sur les enjeux géopolitiques, les questions de paix, sur un avis qui a été voté en tout début de cette année, au mois de janvier. Et puis on a travaillé sur la diplomatie climatique, parce qu'on pense qu'on a là un sujet aussi très important, parce qu'on n'arrivera pas
embarquer l'Europe si on ne se dote pas d'une vraie diplomatie climatique. Pour prendre un seul exemple, au ministère des Affaires étrangères du Danemark, petit pays s'il en est, vous avez 12 chargés de mission climat. Pour ce qui est du service d'action extérieure de la Commission européenne, il y a juste 6 personnes qui sont en charge de ce sujet. Donc c'est vraiment l'idée que voilà, on peut travailler seul dans l'Union européenne sur le sujet. Si on veut une réelle efficacité au niveau international, on doit se doter d'une diplomatie climatique. Alors je vais parler du sujet que vous avez annoncé de manière plus précise parce qu'il est important, il est récent et il est innovant. C'est vraiment comment embarquer le consommateur dans la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Pour le dire en 15 secondes, c'est un sujet qui est totalement neuf parce que dans l'histoire même de l'Union européenne, c'est un sujet sur lequel l'Europe n'a jamais travaillé. Les problématiques de consommation, la création d'une entité en charge de la consommation en Europe, c'est 89. L'environnement, c'est 86 avec l'ACNIC. Et c'est vraiment en 92 avec Maastricht que les sujets consommation-environnement ont été mis à l'agenda de la Commission européenne. Et c'est vraiment seulement depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2022, que le sujet il a vraiment pris une importance majeure avec deux séries de textes. Le premier, c'est 22 mars 2022, autour de... Le texte principal, c'est « Empowering Consumer in the Green Transition », faire du consommateur un levier de la transition écologique. Et puis le deuxième, qui est sorti mars 2023, donc pour dire que c'est très récent, c'est sur allégations environnementales trompeuses et droit à la réparation. Là où c'est important, peut-être 2 points à signaler sur ces 2 textes. Le premier, c'est qu'il y a une réelle logique. D'abord parce qu'à aucun moment on peut considérer que ce sont des one-shots. Toute cette série de textes sur le rôle du consommateur, elle a été annoncée dans le Green Deal de novembre 2019. Elle était annoncée dans le plan d'action économie circulaire de mars 2020. Elle était dans le nouvel agenda du consommateur de novembre 2020. Donc on voit que voilà, il y a un emboîtement cohérent, il y a une vraie dynamique, il y a une logique de l'Union européenne à faire du consommateur justement un levier de la transition écolo. Et puis le deuxième point qui est à signaler, c'est qu'il y a aussi un parfait emboîtement, une forte logique dans la prise en compte de ces différents textes. C'est-à-dire que le sujet consommation, il est pris à l'origine le plus en amont possible avec la directive éco-design sur l'éco-conception, pareil, c'est mars 2022, avec une meilleure information du consommateur. Donc c'est 2 propositions de directive de mars 2022, donc faire du consommateur un levier de la transition écolo, et puis le deuxième c'est allégation environnementale, donc Green Claim, et puis le troisième c'est celui de mars 2023 qui est sur le droit à la réparabilité. Donc on voit qu'en amont, au moment de l'acte d'achat, avec une meilleure information, et en fin de vie du produit avec droit à la réparation, on touche maintenant l'ensemble des sujets. Alors l'approche, elle est super intéressante parce que la Commission part de l'hypothèse, du constat peut-être, que le consommateur a une volonté d'agir, mais n'a pas les moyens de le faire. Pour le dire clairement, document d'études d'impact de la Commission européenne, 68% des consommateurs européens disent « je souhaiterais davantage prendre en compte les problématiques environnementales quand je fais mes courses », 68%, mais 61% disent « mais en fait, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. » Voilà, j'ai pas d'informations. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut apporter une meilleure information du consommateur. Et peut-être deuxième et dernier chiffre, c'est sur les labels environnementaux. Là aussi, étude Commission européenne, il existe 232 éco-labels en Europe, 232. La moitié ne repose sur aucune justification. C'est-à-dire on a des labels qui sont totalement autoproclamés. Donc l'idée c'est on informe mieux le consommateur sur, alors ça va être indice de durabilité, indice de réparabilité, en tout cas information sur durabilité, réparabilité du produit, information sur l'impact environnemental du produit de consommation, et puis essayer de mettre un peu de l'ordre justement sur les écolabels. Et peut-être dernier point, et là ça a été voté il y a à peine 2 mois donc c'est acté en trilogue justement Commission, Conseil et Parlement, c'est justement sur mieux informer le consommateur, faire du consommateur un levier de la transition écolo, et avec un point important, c'est la création d'un socle européen commun dans la lutte contre le greenwashing. Pour le moment, chaque pays a ses propres règles. Pour le coup, la France est un peu en avance justement
justement avec la recommandation de développement durable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Là, l'idée, c'est la publicité, les communications commerciales ne connaissent pas de frontières, donc essayons de faire en sorte que les 27 pays de l'Union européenne puissent aller un peu dans le même sens pour ce qui est d'avoir justement ce socle directif pour une meilleure information au moment de l'achat et puis dans les informations qui lui sont transmises. Merci. Je reviens juste 2 secondes sur le petit échange qu'on a eu rapide. Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu ce que j'ai dit, parce que vous avez répondu en disant oui, les consommateurs n'ont pas forcément la bonne information et ne savent pas aller chercher l'information. Mais moi, j'intègre une chose que vous n'avez absolument pas évoquée et qu'on évoque souvent ici, c'est la question du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des moyens de communication sur les produits, il y a aussi les moyens du portefeuille. Et ça, si on veut pouvoir respecter tout ce que vous nous avez évoqué, qui part d'un excellent sentiment, c'est comment on permet à nos consommateurs, puisque c'est eux qui sont visés par l'Union européenne, comment on vise nos consommateurs avec cette notion de pouvoir d'achat. Alors, les 4 textes dont j'ai parlé sont vraiment sur apporter une meilleure information. On n'est pas là sur des problématiques de prix, donc c'est pour ça que je n'ai pas cité le sujet. Mais par exemple, je prends un seul exemple qui est celui de l'information sur la durabilité du produit. Là, on a testé. C'est une étude qui a été lancée aussi, ça fait partie de nos prérogatives. On a la possibilité de lancer des études européennes. Et donc, on a fait une étude sur l'information sur la durabilité des produits sur 3000 consommateurs européens en Benelux, en Tchéquie et en Espagne. Et on a testé le fait que le consommateur avait une information sur la durée de vie du produit. Et dans les choses qui nous ont agréablement surpris dans les résultats, c'est qu'initialement, on avait l'hypothèse que les personnes les plus défavorisées, en fait, étaient un peu pris avec le couteau sous la gorge et achetaient toujours les produits bas de gamme, les moins chers et n'allaient pas faire attention. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le consommateur est toujours un peu plus intelligent qu'on l'imagine et comprend qu'en fait, son intérêt, c'est peut-être de payer un tout petit peu plus cher, de se serrer peut-être encore un peu plus la ceinture pour acheter le produit le plus cher. Et donc, le fait d'avoir cette approche peut-être un peu environnementale sur le produit, apporter une information sur le fait que le produit va durer un peu plus longtemps, on voit que le consommateur il est prêt à faire un peu cet effort d'acheter un peu plus cher pour un produit plus durable parce qu'il voit que c'est son intérêt. Je vais passer la parole à Daniel Grémillet et à Valérie Boyer. Vous travaillez sur tout type de produit. Votre stratégie, elle est sur tout type de produit, pas seulement sur l'agroalimentaire, sur l'alimentaire. Sur l'électroménager, sur les valises, sur les vêtements, etc. Tous les produits, d'accord. Ok. Oui. Sur les produits financiers aussi, oui, d'accord. La réparabilité des matériels a soulevé un autre problème, c'est celui de la disponibilité de la main-d'œuvre pour réparer. Du coup, ça entraîne une autre réflexion et un autre programme sur la formation et sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors, Daniel, tu voulais prendre la parole pour dire quelque chose, et puis ensuite Valérie Boyer. Oui, c'était plus sur l'agroalimentaire, effectivement, parce que les éléments que nous avons, nous, puisque je co-préside avec ma collègue Anne-Catherine Loisier un groupe de suivi sur la loi Egalim, nous montre un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'entre le discours du consommateur et la réalité de ce qu'il met dans son caddie, on s'aperçoit que c'est très différent. On a eu l'exemple avec les produits bio, qui tout le monde dit oui, on en veut, et en réalité, c'est pas dans le caddie. Et que globalement, l'assiette, je prends toujours l'exemple, et hélas, mon propos est vrai pas que pour les consommateurs français, mais consommateurs européens, au fil du temps, l'assiette des Français et des Européens se vide au quotidien. Si on prend l'exemple du poulet, si on prend l'exemple de la côte, de l'agneau, etc., il y a de moins en moins de produits qui viennent de... Donc, entre le dire « je suis prêt à payer plus cher » et la réalité des achats, c'est un peu différent. Et moi, j'étais un peu... je maîtrisais mon propos, surpris quand vous avez évoqué effectivement tous ces labels, et en fait, c'est de l'affichage. Mais il n'y a rien. Donc, non, mais c'est... Voilà, je suis... Pour répondre, effectivement, j'ai vraiment parlé la proposition de directive européenne, faire du consommateur un levier de la transition, c'est sur les produits de consommation. Ça ne touche pas les produits alimentaires. Et l'étude qu'on a faite, c'est 9 catégories de produits hors alimentation.
Et puis juste dans les petites choses qui nous ont surpris, c'est le produit sur lequel ça marche le mieux, c'est-à-dire sur lequel la corrélation est la plus forte, c'est les valises. Et après, on voit la machine à laver, les valises. C'est-à-dire vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher si vous êtes persuadé que votre valise, elle va durer 5-10 ans et pas qu'elle va claquer 1 an ou 2. La compensation du bilan carbone. Ouais, je sais pas, peut-être. Et là où ça marche pas du tout, le seul sur lequel ça marche pas du tout, c'est les téléviseurs. C'est-à-dire les gens ne sont pas prêts à payer plus cher un téléviseur, même s'ils savent qu'il va durer 10 ou 15 ans. Donc, ça fait partie des petites surprises qu'on a eues. Valérie. Pardon, moi ma question c'était sur l'étiquetage mais des produits alimentaires. Donc c'est hors de propos avec votre mission parce que quand j'étais députée, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup bossé et honnêtement, c'est un enfer aujourd'hui. Et c'est vrai que les pressions de l'Europe pour pas bouger sont quand même extrêmement fortes. Alors que je crois que les Français voudraient simplement savoir ce qu'ils mangent. Savoir ce que l'on mange, ça nous est interdit. Et je pense que même démocratiquement, c'est scandaleux. On a tous des dizaines et des dizaines d'exemples. L'autre fois, chez Carrefour, j'ai trouvé des oignons du Chili. Du Chili, des oignons, mais c'est pas possible. Donc j'ai regardé, j'ai pris la photo, je crois que j'ai même fait un tweet, et c'était tout à côté oignons de Roscoff. Et c'était marqué Made in France. Ben, c'est pas possible. Mais je trouve ça même honteux Donc, voilà. Et sans compter l'incompréhension à la lecture des étiquettes. Et je pense que pour moi, je trouve que c'est un sujet majeur de pouvoir d'achat et même de respect, de respect tout court du consommateur. Avec l'idée qu'on n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de déclaratifs dans ce que peuvent dire les consommateurs sur leur ancrage environnemental pour acheter avant tout des produits environnementaux. Mais c'est le pari qu'on prend, c'est donner une meilleure information, puis on va voir. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette volonté d'agir, donc voilà, on joue le jeu, et puis on voit. Oui, mais justement, c'est justement cette idée on va mieux informer le consommateur, lui donner de l'information sur est-ce que son produit il est réparable. Là, par exemple, ce qui a été voté au Parlement européen sur la réparabilité des produits, c'est super important parce que ça aide le consommateur à, un peu comme en France, avec l'affichage de la réparabilité, avoir une information, est-ce que mon produit est réparable? Et les résultats qu'on peut avoir en France montrent que ça fonctionne. Deuxièmement, c'est là ce qu'on a demandé et obtenu et ce qui a été voté, c'est qu'un produit non réparable n'aura plus sa place sur le marché intérieur européen. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que l'avis que nous on a préparé au Comité économique et social européen, qui a été repris quasi mot pour mot par le Parlement européen, va assez loin, c'est-à-dire dans l'idée que si le consommateur, son produit tombe en panne, il y a une prévalence de la réparation sur le remplacement. Il y a des points qu'on considère importants, qui n'étaient pas prévus dans la proposition de directive. C'est un peu Bruno nous a beaucoup aidé pour ça, c'est le fait de jouer contre les manœuvres un peu cachées de certaines grandes entreprises internationales, clairement Apple, qui empêchent la réparation par des pratiques de sérialisation. La sérialisation, c'est ce qui fait que votre produit, vous ne pouvez le faire réparer que chez un distributeur agréé Apple, qui va vous mettre des produits, des prix qui sont complètement rédhibitoires. Donc il y avait tout un certain nombre de sujets qui n'étaient pas prévus au départ, sur lesquels le comité a travaillé, et au final, le texte est repris tel quel, et c'est demain ce qui sera dans la commission. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais à vous écouter, ça suscite, et qui va rebondir sur les propos de madame, sur la formation, puisque en France, il ne vous a pas échappé qu'on a mis tout un dispositif de REP, et notamment, alors il y a eu toutes ces campagnes de communication plus ou moins pertinentes et des normes d'ailleurs aussi plus ou moins pertinentes suivant la longueur de votre fermeture éclair, vous avez le droit à tel pourcentage d'aide. Mais est-ce que vous avez regardé aujourd'hui la faisabilité du dispositif? J'habite dans une ville de 120 000 habitants. J'ai cherché si je pouvais trouver un cordonnier agréé ou une couturière agréée. Bah écoutez, c'est simple. Le seul endroit où on peut aller faire réparer et bénéficier du bonus réparation, c'est chez Zara.
Je suis désolée, mais enfin, j'ai pas l'impression, déjà, quand on achète un vêtement chez Zara, le coût d'aller changer la fermeture éclair, je pense, doit être complètement disproportionné par rapport au coût d'achat du vêtement. On n'est pas de, puis si c'est pour aller inciter les consommateurs à aller chez Zara, je pense qu'on a tout perdu dans la logique de REP. Et le maire d'une autre grande ville me disait qu'il avait fait lui-même le même constat. Donc en fait, si on édicte des beaux principes, mais que derrière, la mise en œuvre opérationnelle, elle est inexistante, ou alors que c'est pour aller conforter justement ce sur quoi on vise à lutter, on a tout perdu, puisque finalement, le consommateur, il paye cette REP dans l'achat initial, et il n'en tire jamais les bénéfices, puisqu'en fait, c'est vraiment pas opérationnel dans la mise en œuvre. Voilà, c'était juste pour rebondir. Alors... Une minute, alors je vais faire vite parce que quand je commence, je suis relativement bavard aussi. Donc moi je suis Bruno Choix, je vais pouvoir, donc je fais partie du groupe 1 au CESE, je vais pouvoir vous répondre parce que j'ai été nommé par l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et on travaille sur le label réparateur, dont les couturières font partie, dont les techniciens réparation électroménager font partie, et on est en grande guerre, notamment avec les grands aussi de la grande distribution, parce qu'il y a Boulanger, Darty et compagnie qui se disent réparateurs aussi, alors qu'ils en sont loin aussi. Ils font sous-traiter par des indépendants, ils les font saigner et ils en tirent les bénéfices. Donc je suis assez remonté là-dessus aussi. Pour les couturières, je travaille avec l'UNACAC sur le sujet, qui est le syndicat des couturières. Pour l'automobile, on parlait tout à l'heure d'inflation et de coûts pour l'accessibilité à tout le monde. On le voit bien aujourd'hui, la problématique de l'accessibilité aux véhicules électriques à tous, qui est une aberration. Les constructeurs n'ont jamais gagné autant d'argent en vendant très peu d'automobiles, puisque le coût de l'automobile est tellement élevé aujourd'hui. Alors je vous en 2 mots vite fait pour qu'on nous en arrivons là. Auparavant, la rentabilité de l'automobile se faisait pour le constructeur tout au long de la vie de l'automobile, parce qu'il y avait la réparation aussi qui se faisait sur la vente de pièces après-vente. Chose qui n'a plus lieu aujourd'hui, parce que voilà, donc ils font la marge globale au départ. Sachant qu'avant, pour faire un véhicule thermique, il faut 5 techniciens pour faire un véhicule thermique, quand il en faut 2 pour un véhicule électrique. Donc la masse salariale n'est plus là non plus, et ce qui n'empêche que les véhicules sont d'autant plus chers. On met tout sur le dos du coût des batteries, et tout ce qui est complètement faux et aberrant d'entendre ça. Enfin, je vais arrêter là parce que je pourrais en discuter. Je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on en échange. Je suis président de la Fédération nationale de l'automobile aussi, donc on peut en discuter aussi. Écoutez, merci, on est dans les temps, je vous en remercie parce que voilà, maintenant on monte aux questions d'actualité. Je ne sais pas si vous avez pris un billet de séance, mais voilà. Avant juste de nous quitter, je voulais saluer Florence Roussel, parce que Florence part en retraite vendredi. 40 ans d'administrateur, de vie d'administrateur, avec un parcours aussi d'expérience, l'autorité des marchés financiers, ce qui fait que dans sa compétence au Sénat, on a tous, alors je ne sais pas si tous, mais on a pu bénéficier de son expérience et de la réalité de son travail, moi-même pour en avoir testé, jeune sénateur entrant à la commission des affaires européennes et en charge de ces dossiers. Merci Florence pour ces temps d'année. Voilà, merci. Et merci à vous. Et puis on reste à votre disposition, soit pour ce type de réunion, peut-être une fois par an. Et sinon, s'il y a des thèmes précis dans l'ensemble des 24 membres de la délégation française, si vous avez un sujet, on peut trouver la personne qui peut être à votre service. Merci à vous.